Nous revenons donc sur le plateau. Nous parlions du Nigeria et Buhari qui appelle l'armée à être sans pitié envers les fraudeurs. Ali Legrand, vous pensez que donc c'est des signes de peur? C'est des signes de peur. Je ne pense pas qu'il puisse avoir d'autres expressions pour utiliser cette déclaration de Buhari, président en fonction militaire de son état en général. Et quand on sait que ce monsieur était déjà arrivé au pouvoir par la force en 83, et bon, quand on voit un peu tout son parcours, quelqu'un qui ose faire depuis des décennies et qui est finalement été élu en 2015 à la tête de ce pays, il y avait des millions d'âmes justement qu'il a sous sa coupole. Et quand on tient de telles déclarations, il faut comprendre que ça veut dire que je suis tout simplement prêt si jamais les résultats des urnes ne tourneraient pas à ma faveur. Il fera tout pour se maintenir. Et là, il faut craindre les pertes en vies humaines, tous les dégâts que ça peut donner. D'ailleurs, il y a depuis l'annonce quand même du report de la présidentielle, on a vu les deux principaux partis en course, les deux principaux, le PDP et l'EPC, sortir pour s'étonner de cette décision. D'ailleurs, le chef du parti au pouvoir, Adams Ashiongole, a accusé la commission de travailler avec les forces antidémocratiques pour saper le processus électoral. Comment vous comprenez cette rhétorique quand c'est le parti au pouvoir qui accuse une commission qu'on juge dans beaucoup de pays à la botte du parti au pouvoir? Oui, c'est ce que moi je trouve normal, parce que la commission électorale est une institution qui travaille pour le peuple du Nigeria. Ce n'est pas pour une sensibilité donnée. Et bon, je ne vois quel intérêt cette commission a pour reporter ces élections s'il n'y avait pas des problèmes. Et je crois que c'est deux camps qui sont en compétition, pour ne pas dire 70 camps. Et le report, ça ne pénalise personne et ça n'avantage personne aussi. Et encore qu'on a encore donné quelques jours pour poursuivre la campagne. Et je crois que ces élections auront lieu. Tout le monde part dans les mêmes conditions. Les élections auront lieu dans les mêmes conditions. Et il n'y a pas à se plaindre. Et on a reporté. Moi, là où je me pose un peu de questions, c'est au niveau des coûts. Les coûts qu'engendre ce report. On a parlé de 9 à 10 milliards de dollars. Est-ce que c'est vrai? Si c'est ainsi, pourquoi reporter ces élections? Ceci dit, et si c'est pour que ces élections se déroulent bien, peut-être que la commission électorale a trouvé une anomalie qui pourrait porter préjudice au processus électoral, et elle a décidé que ces élections soient reportées. Bon, il n'y a pas de problème, tout le monde ira à ces élections à la date indiquée, et que ça se passe dans le calme, et surtout que celui qui a gagné ou celui qui a perdu félicite le gagnant pour que tout se passe dans le calme au Nigeria. Ça, je le souhaite beaucoup. C'est surtout ce report qui a amené ce regain de tension, parce qu'on a quand même suivi la campagne, et même si le ton est monté par moment, on s'est dit ça fait partie d'une campagne électorale. Mais depuis l'annonce du report, on a vu que la tension est montée d'un cran. Oui, il faut dire que les acteurs politiques aussi sont ce qu'ils sont. Je crois que les gens sont de mauvaise foi. Parce que, bon, je ne dirais pas que ça doit s'ériger en règle, parce qu'il y a eu report par le passé, lors des échéances électorales antérieures dans ce même pays. Il faut le faire. On a vu qu'en 2011, il y a eu 2 reports successifs. C'est vrai que cela n'a pas empêché. Je ne sais pas si c'est ça qui a été à l'origine des violences après, jusqu'à plus de 1000 morts. Mais la dernière fois, lors du report, cela a été justifié par des problèmes logistiques. Et vous savez que c'est un État vaste. Et les gens, c'est un État fédéral. Il y a plusieurs États. Et par endroit, il y a des problèmes logistiques, comme la commission électorale l'a dit. Et donc, si c'est sur des faits justifiés, je pense qu'il est de bon ton qu'on puisse reporter. Maintenant, quand on reporte, c'est pas parce qu'un candidat estimait que si les élections avaient eu lieu
en l'état, à la date indiquée initialement, ça l'aurait arrangé parce que dans tel autre état, où lui peut-être, il n'a pas trop de partisans, donc bien évidemment ça l'aurait arrangé. Donc c'est pour cela que le ton doit pouvoir monter, la tension doit pouvoir monter. Moi je pense que c'est une erreur. C'est une erreur de démocratie, c'est de la mauvaise foi, ça ne rentre pas dans la responsabilité de la Res Publica. C'est des choses qu'il va falloir éviter et apprendre à semer les grains du développement dans un pays en matière démocratique. Est-ce que ce n'est pas aussi le fait, parce qu'on a vu que c'est à presque 3 ou 4 heures de l'ouverture des bureaux de vote que la commission annonce le report, est-ce que ce n'est pas aussi ce manque de... Puisque officiellement il n'y a pas eu consultation des partis en course pour reporter, c'est pas ça qui crée la situation? Oui, bon, tout ça là, ça rentre dans les normes. Tout à l'heure, je parlais de la mauvaise foi. Il se peut que, au niveau justement aussi de la commission électorale, peut-être pas de mauvaise foi, mais que la stratégie pour y aboutir a manqué un peu. Il y a la manière de faire la chose pour ne pas frustrer. Et donc, du coup, peut-être on dira qu'ils travaillent pour tout le monde, mais malheureusement, dans leur stratégie, ils ont un peu échoué. C'est ça qui a fait que la tension a monté. Maintenant, entre-temps, on peut quand même comprendre que l'erreur est humaine et que moi, candidat à une élection donnée, que je puisse comprendre que même si on reporte encore d'une semaine, tant que je suis en vie, je peux quand même continuer à battre la campagne. Rien ne m'a interdit cela. Donc, il me revient à moi peut-être de redoubler d'efforts et de maintenir le cap. Mais qu'on puisse finalement se verser dans la négation, de sorte qu'à vilipender une commission électorale ou bien amener plutôt les populations à être surexcitées, je pense que ce n'est pas là de la bonne manière. Mais ça peut aussi se comprendre parce qu'on l'a rappelé tout à l'heure, le report, ça coûte des milliards et même pour les candidats, c'est des investissements supplémentaires pour continuer la campagne d'ailleurs. Oui, mais c'est mieux que de reporter pour une semaine que de faire des élections où après on va qui seront critiquées et que peut-être... Mais vous ne trouvez pas ça quand même curieux que c'est à 3 heures de l'élection que la CENI découvre que non, il y a des problèmes logistiques. Non, même ça a eu lieu en 2011, en cours d'élection même. Oui, bien sûr. Ça a eu lieu. Ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. Mais quand ça arrive, ils sont dans l'obligation aussi justement de suspendre pour tout éviter. Voilà. Parce qu'après ça, il y a un camp qui peut plutôt se relever pour dire que non, on va plutôt annuler les élections qui ont coûté plutôt des dizaines de milliards. Donc moi, je préfère que le plus tôt sera le mieux. Vivement, il faut rester peut-être, on n'est pas l'église, mais il faut rester plutôt dans la dynamique de ce que tout se passe bien dans le futur, le week-end prochain. Ça ne peut qu'être la meilleure solution. Au lieu d'organiser et qu'après on conteste les résultats parce que dans tel état, le matériel n'était pas arrivé à temps ou carrément le matériel était insuffisant. Je pense que... Oui, mais la commission, même si on peut l'accuser de faute peut-être lourde, mais il vaut mieux qu'elle se prépare bien pour avoir des élections claires et justes que de foncer tout droit dans le mur pour après être critiqué et être accusé et d'être à la base peut-être d'un échec d'un cas ou de l'autre. Moi, je trouve normal qu'il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Donc, il faut qu'on leur accorde quand même ce crédit. En tout cas, beaucoup ont fait un parallèle entre la RDC et le Nigeria en disant que la commission du Nigeria, c'est l'autre CENI RD congolais. On va parler maintenant de la RDC. Le président congolais, Félix Tshisekedi, a conféré dimanche avec son prédécesseur Joseph Kabila sur la mise en place d'une coalition en vue de la formation du gouvernement de la République démocratique du Congo après le scrutin du 30 décembre dernier. Le président Kabila, en sa qualité de chef de la majorité à l'Assemblée nationale, s'est rendu auprès de son successeur en vue de discuter de la mise en place d'une coalition gouvernementale. C'est ce qu'a déclaré l'un de ses proches sous couvert de l'anonymat. Cet échange va ouvrir la voie à la désignation d'un informateur ou d'un Premier ministre chargé de former le gouvernement de coalition pour gérer ensemble le pays. Allez, le grand, on comprend qu'en RDC aujourd'hui, il soit assez difficile de trouver tout de suite un Premier ministre. Vraiment difficile, très difficile, surtout que le président élu n'a pas trop de pouvoir. Il n'a pas trop de pouvoir, puisque finalement, au niveau de l'hémicycle, il y a le président sortant, justement, l'ancien président, M. Kabila, son camp, son parti qui a la majorité, je dirais, absolue. Et
qui laisse croire que finalement, ils seront le chef de gouvernement. C'est ce parti-là de Kabila. Et d'où va sortir le chef de gouvernement. Maintenant, au niveau des postes stratégiques, c'est des discussions qu'il faut mener. C'est tout un État. Et je pense qu'ils sont sur la bonne voie, surtout avec la rencontre de dimanche dernier. Ils sont sur la bonne voie. C'est ce que nous disions tantôt, que l'échec, en réalité, c'est dans la planification. Lorsque les stratégies ne sont pas bonnes, forcément, les résultats ne seront pas bons. Il y aura des frustrations. C'est un grand pays, un pays très riche, convoité d'ailleurs par des grandes puissances dans le monde. Et avec cette rencontre de dimanche, je dirais que vivement que toute la discussion qui a eu lieu là puisse apporter de bonnes choses. Et que depuis le 30 décembre, que ces élections ont eu lieu, et que Tshisekedi a finalement prêté serment pour en janvier, il va falloir quand même qu'on puisse avoir, que le gouvernement puisse être mis en place et que la gestion du pays puisse être mise en branle. Beausoleil, au-delà même du principal sujet de la rencontre qui est la désignation d'un informateur ou d'un Premier ministre, l'image même qu'on a vue d'un président, d'un ancien président qui va au domicile de son successeur. On a vu plusieurs accolades entre les deux hommes. Ils ont même pris un déjeuner ensemble. C'est beau, là, comme image. Oui, c'est beau comme image. Donc, moi, je dis qu'ils se sont attendus pendant longtemps. Ils se sont attendus très tôt pour offrir aux Congolais et au monde entier ces images-là. Mais je trouve qu'en dehors de ces images, il y a une certaine difficulté qui se fait voir parce que un président qui a été élu, on a crié à l'alternance, tout le monde a crié à l'alternance, mais je dis que l'alternance est boiteuse en RDC parce que avec cette majorité écrasante du parti du président sortant et au niveau de l'Assemblée, je crois que ces images d'accolade, d'entente cachent plutôt des difficultés à former un gouvernement et après ces élections que tout le monde n'oubliez pas qu'il y a quand même des contentieux que et peut-être je dirais au niveau de l'opposition avec Martin Fayoulou qui conteste toujours ces élections. On n'en parle plus, on n'en parle presque plus, mais nous nous contentons, ou bien le monde entier, la communauté internationale se contente de cette entente entre Kabila et Tshisekedi. Bon, on verra comment les choses vont se passer, mais je doute très fort que cette entente-là puisse durer, parce qu'un président qui est nouvellement élu, qui a cherché ce pouvoir-là pendant longtemps, qui a aussi son équipe, qui a sa politique de gouvernance et qui doit quand même faire la cohabitation avec un président sortant qui a été décrié et que les gens ont voulu et quand même qui se range entre guillemets dans les tiroirs pour que un président nouvellement élu avec son équipe puisse gérer le pays. Je crois qu'il y a quand même certaines difficultés que l'avenir nous permettra de voir. Mais ces difficultés qu'évoque Beausoleil, Ali Legrand, c'est aux Congolais, ils n'avaient qu'à faire le bon choix. Mais finalement, ils ont choisi d'avoir un président de l'opposition et une assemblée dans la continuité de Kabila. Et c'est eux qui ont créé la difficulté, là. Oui, bien évidemment, c'est l'électorat, c'est eux qui ont créé la difficulté. Si on s'en tient, bien sûr, au résultat proclamé, bien sûr. Bien sûr, c'est eux qui ont créé, certes, la difficulté, mais ça aurait été ailleurs, vous m'excusez, ça aurait été ailleurs dans les pays occidentaux, en Europe ou peut-être aux États-Unis, qu'on n'allait pas trop s'en préoccuper de cette manière de voir les choses. Parce que quelque part, les gens ont beaucoup grandi. Les gens savent ce qu'on entend par le développement. Et même si vous n'êtes pas encore aux affaires, vous êtes opposant, il y a le minimum qu'il faut poser chaque jour que Dieu fait. En termes de développement, en termes d'évolution de son pays, en tant que patriote, en tant que nationaliste, entre guillemets. Mais en Afrique, malheureusement,
il s'est fait que cela n'est pas vérifié, n'est pas souvent vérifié. Et que ce qui se passe en RDC aujourd'hui, je dirais que peut-être en tant qu'homme de médias, analyste, il faut peut-être être un petit peu réservé, ne pas aller trop vite en besoin, parce que cette alternance peut ne pas être boiteuse, si tel est que les gens ont la bonne volonté. C'est vrai qu'il y aura forcément des frustrations, c'est normal. Les gens sont d'un camp donné, il est élu président, leur champion est élu président aujourd'hui, il va falloir que ce soit eux qui gouvernent. Mais au même moment, il y a les tests qui sont clairs. Il y a quelqu'un plutôt qui a la majorité au niveau du Parlement, donc il va falloir faire avec, et que c'est de ce côté de la majorité que la primature viendra. Et là, maintenant, il va falloir s'entendre sur l'essentiel et laisser les intérêts personnels, et minimiser les intérêts personnels, de sorte à mettre ce pays sur les rails. Parce que ça fait des années de crise. Ça suffit. Quelle que soit la richesse de ce pays, finalement, on finira par tout fatiguer, par tout finir sans rien développer. Et donc, c'est juste plutôt, au lieu de... J'allais plutôt lancer une invite pour dire que non. Peut-être, au sorti de cette rencontre-là, il y a eu plutôt de bonnes intentions. C'est tout à fait aussi naturel que quelque part, si entre-temps, comme d'aucuns le disent, une opinion le dit, si les gens se sont entendus pour faire passer le pouvoir à Félix Tshisekedi, Kabila, finalement, a pris cette décision. Mais moi, je trouve que c'est une bonne chose aussi. L'essentiel est que le pays aille de l'avant. Mais si on se retrouve en coulisses, bien évidemment, ils vont cacher les difficultés, parce qu'il y a forcément difficultés, il y aura toujours difficultés. Maintenant, l'essentiel pour le développement du pays, que le Premier ministre vienne de l'autre côté, qu'on puisse s'entendre sur les postes stratégiques. Je vais parler de la sécurité, de la défense, tout ça. Et donc, s'ils s'entendent, ce qu'on entend souvent, puisque c'est en Afrique, souvent c'est redondant, les coups d'État, je pense qu'il n'y aura pas ça. Et même s'il a le fuel de Kabila, ce qui dit, je pense que le pays peut avancer si les gens ont vraiment de la bonne volonté pour changer les choses, tourner la page. De toute façon, si l'ambiance était aussi facile entre les deux hommes, dans la gestion des choses, on aurait déjà eu le nom du Premier ministre, parce qu'il faut même se dire qu'à l'issue de la rencontre la dernière fois, ils ont commencé par discuter à huis clos, et après la rencontre a été élargie, on a ajouté 2 collaborateurs du chef de l'État. C'est que ce n'est pas forcément que la majorité parlementaire propose et lui nomme automatiquement. Lui aussi, sans doute, il a son mot à dire et ça ne s'entend pas là-bas. Oui, vraiment. Mais je ne crois pas, à mon humble avis, que le problème viendrait du poste de Premier ministre. Parce que c'est clair que c'est la majorité à l'Assemblée nationale qui aura... Oui, mais là aussi, le président doit avoir son mot à dire si la tête de celui qu'on lui propose ne lui plaît pas. Parce qu'il a son veto. Bien sûr, bien sûr. La Constitution est claire. Mais c'est que le Premier ministre doit être issu de la majorité parlementaire. Et c'est pourquoi, c'est ce qui me laisse à dire que la difficulté, c'est plutôt au niveau des postes de souveraineté, où on peut se dire que oui, on a accepté, le président est déjà élu, le Premier ministre doit être issu de la majorité parlementaire, mais au niveau des postes de souveraineté, c'est sûr que chacun va vouloir avoir la main sur certains postes. C'est à ce côté que, de ce côté que la difficulté est quand même très très poussée. Mais même quand on est président et quand on n'a que sur 485 pour le moment, parce qu'il y en a 15 encore qui doivent être connus en mars dernier, sur 485, on n'a que 32 députés. Est-ce qu'on a grand-chose à dire? On n'a pas grand-chose à dire. Moi, je continue par dire que moi, je trouve curieux ces résultats. Ça n'engage que moi, mais je trouve curieux ces résultats. Au moins si quand même ce président qui a eu quand même plus de 36%, 38% de voix, se retrouve avec cette minorité à l'Assemblée, c'est quand même curieux. Et le président, le camp sortant, avec 23%, je crois, qui a quand même cette majorité écrasante. 304, je ne dis pas que c'est impossible, mais la marge pour le parti sortant, c'est quand même très grande par rapport à son score au niveau de la présidentielle. C'est pourquoi moi je continue toujours par dire que peut-être qu'il y a eu une attente et en amont. Et c'est ce qui se passe maintenant.
Et bon, les dés et comment le sort en est jeté, il faut quand même qu'ils puissent s'entendre, que de pouvoir encore revenir sur des disputes pour encore tirer le pays vers le bas. Mais il faut qu'il continue toujours dans c'est un souhait, hein, mais connaissant les politiciens, connaissant et comment les choses se passent quand ces situations se présentent, et on ne peut que souhaiter que cette attente puisse aller perdurer et qu'on puisse sortir de cette difficulté au niveau de la RDC Congo. C'est vrai qu'on voudrait être optimiste pour la RDC, mais même quand on regarde dans les pays européens, la cohabitation n'est pas toujours facile. Et regardez par exemple ce qui se passe au Venezuela, c'est parce qu'il y avait une cohabitation, l'opposition était majoritaire au Parlement, on a vu. Et là, c'est un apprentissage pour la RDC et ça va être compliqué. Très compliqué, ça il faut le dire, ça va être très compliqué. Et je le disais tantôt, il faut vraiment ce patriotique. Que Kabila, qu'il puisse grandir davantage. Moi, le fait d'abord, si entente il y a eu pour que Tshisekedi soit l'élu, l'actuel président de la RDC, c'est une très bonne chose. Moi, j'applaudis Kabila surtout. C'est une très bonne chose parce que quand les gens sont nés, il va falloir qu'ils connaissent un autre président, à part le nom Kabila. Ça, c'est un. Deuxièmement, quand on veut tourner la page, il va falloir quand même avoir cet esprit, cette grandeur de fermer les yeux sur certaines choses. Ici, on a dans le contexte d'État, et comme vous l'avez dit, ils ont la majorité au Parlement, le camp Kabila, et forcément, le Premier ministre viendra de là. Mais si moi, en tant que président, je ne peux pas travailler avec quelqu'un, bien évidemment, celui-là ne passera pas. Et on comprend justement, vous l'avez dit tantôt, on comprend justement pourquoi est-ce que ça traîne. La formation du gouvernement, ça traîne. On n'a même pas encore le nom du Premier ministre. C'est tout à fait normal. Ça veut dire qu'en coulisses, vraiment, ce n'est pas facile. Mais ailleurs aussi, ce n'est toujours pas facile la cohabitation. Mais dans on l'a vu par exemple en France sous Mitterrand, également sous Chirac, ça n'a pas été facile. Non, ça n'a jamais été facile. L'histoire le démontre clairement. Et dans ce contexte encore, je ne dirais pas qu'il y a le côté de l'Occident. Vous comprenez que la RDC, c'est une région très riche. Très riche. Et vous n'allez pas me dire que l'Occident, en l'occurrence la France, les États-Unis n'ont pas leur mot à dire dans ça. Parce qu'il faudrait que les intérêts soient préservés. Parce que c'est les mêmes personnes qui, à la dernière minute, avant que les autorités, ou du moins les membres de la CENI, nous montrent les degrés de ténacité pour prononcer les résultats. Jusqu'à la dernière minute, en 24 heures avant, il y a tous les médias internationaux de poigne, finalement, qui montent au créneau pour dire qu'ils ont les vrais résultats, les vrais papiers, et que l'Union africaine, qui n'est qu'une marionnette, soit finalement obligée d'intimider l'ordre à la CENI et aux autorités de la RDC de ne pas prononcer ces résultats. C'est pour dire que quelque part, si on a la volonté, on peut s'en sortir. Ce ne sera pas facile, ça je le rappelle, ce ne sera pas facile. Mais tout compte fait, on peut y arriver si vraiment on peut minimiser un peu les intérêts trop personnels, partisans. Est-ce que ces sujets n'auraient pas dû être discutés s'il y avait eu un deal dans le cadre du deal et qu'on n'y soit pas toujours à l'heure actuelle? Oui, mais ça peut être discuté en amont, mais la réalité, c'est tout autre. C'est tout autre. Donc, il y a toujours des difficultés. Vivement qu'il y ait l'entente, que l'entente perdure. Parce que personne n'a intérêt à voir la RDC sombrer encore dans la violence et dans la guerre. Et quoique la guerre n'est pas encore finie en RDC, il faut s'atteler aussi à résoudre ce problème. Donc, je crois qu'ils vont s'entendre et pour gouverner et gérer ce pays, pour que les Congolais puissent s'épanouir. Et c'est là même la question. Et comme le frère l'a dit, il ne faut pas toujours se focaliser sur le pouvoir, sur les hommes du pouvoir et laisser le peuple de côté. Le pays est riche, mais il faut que cette richesse profite d'abord au peuple. Et c'est de là que les gouvernants eux-mêmes tireront leur crédibilité. Mais si on se bat au sommet
et on se partage les postes de souveraineté au sommet en oubliant qu'il faut travailler pour le développement du pays. Là, on ne fait rien et je crois qu'ils vont s'entendre. Et dans les prochains jours, on aura le nom du Premier ministre et le gouvernement aussi sera formé. D'accord. La pause maintenant, c'est la grande. On revient après le journal.